Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore vraiment abordé sur le podcast, ou alors très indirectement, c'est le marketing d'affiliation. C'est une tactique qui est relativement ancienne, mais qui s'est beaucoup développée entre l'avènement des réseaux sociaux, l'influence, les évolutions technologiques, et qui vit aussi des gros challenges en ce moment et dans les prochaines années à venir, notamment vis-à-vis du tracking et des évolutions qu'on va pouvoir avoir avec les cookies et toutes ces choses-là. C'est des sujets qu'on va aborder un petit peu plus en profondeur aujourd'hui pour mieux cerner un petit peu comment est-ce que ça peut s'intégrer dans une stratégie marketing. Et pour ça, je suis avec Francine Ma, qui est Head of Account Management chez Ewin. Bonjour Francine. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir ce podcast pour parler de ce sujet parce que je le disais, mais en fait, voilà, indirectement, on en parlera peut-être. C'est un cas d'application, en tout cas, on va dire via l'influence. On a parlé un petit peu d'influence dans les précédents podcasts, mais de l'affiliation pas vraiment. Et donc voilà, je suis ravi de t'avoir pour parler de ce sujet-là. Merci. Merci Est-ce pour que tu, l'invitation. je t'en prie, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît, déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bien sûr. Donc, moi, je suis Francine et donc je suis responsable des équipes d'account management chez Ewin. Donc, je suis en charge de la relation avec les équipes, de la relation avec l'ensemble de nos partenaires. Donc Ewin, c'est une plateforme qui est leader du performance marketing et de l'affiliation. Donc ça fait 25 ans qu'on existe et aujourd'hui c'est 17 bureaux à travers le monde, aussi bien en Europe mais aussi sur les US, au Brésil et on a également des bureaux dans l'Asie Pacifique. On travaille aujourd'hui avec plus de 25 000 clients, annonceurs à travers le monde. Ça va des petites marques locales jusqu'à des grands groupes internationaux. Je peux citer comme ça Samsung, Nike, Sephora ou L'Oréal avec Mhm. qui on travaille. Et pour donner un chiffre concret, l'année dernière, c'est 14 milliards de CA qu'on a généré pour l'ensemble de nos clients avec un ROI hyper intéressant puisqu'en moyenne, il est de 14 euros. Ok. Ouais, donc enfin, effectivement, tu le diras, c'est au final, c'est une technique qui est employée un petit peu dans toutes les échelles de boîte, et puis quelque chose qui fonctionne bien, mais comme tu l'as dit, depuis 25 ans, c'est vraiment, en fait, c'est pas une tactique qui est tout à fait nouvelle, quoi, mais on va en parler un peu plus en profondeur dans l'épisode. Du coup, rentrons dans le sujet, du coup, le marketing d'affiliation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux, revenir un peu sur la définition de ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle marketing d'affiliation, et à quels enjeux ça répond? Alors, pour faire simple, l'affiliation, ça va consister pour un retailer ou un fournisseur de services en ligne de promouvoir tout simplement ses produits grâce à un réseau de partenaires qu'on appelle des affiliés, le tout moyennant le reversement d'une commission en fonction du chiffre d'affaires que ces affiliés vont lui apporter, ou bien une commission en fonction du volume de leads qualifiés si on est sur des logiques de lead gen. Un aspect important de l'affiliation, c'est le retour sur investissement qui est garanti puisque le risque est parfaitement maîtrisé. Quand on pense affiliation, c'est vrai, comme tu l'as dit au départ, on pense tout de suite aux grands sites d'e-commerce, Fnac, Cdiscount, Dyson, qui ont leur programme Ouais. d'affiliation.
Aujourd'hui, si je fais un peu le panorama sur le marché, je veux dire que, allez, 60-70% des programmes concernent des retailers, Mhm. mais l'affiliation aujourd'hui s'applique aussi à d'autres secteurs auxquels on pense peut-être un peu moins, comme la finance, les telcos ou tout simplement des services qui peuvent s'appuyer sur l'affiliation pour aller générer des leads. Donc les annonceurs vont s'appuyer sur réseau de partenaires qui vont mettre Mhm. en avant leurs produits auprès de leur audience. Le principe est simple, un visiteur arrive sur ce site, passe une commande et les affiliés vont se voir reverser une commission en tant qu'apporteur d'affaires. OK. Ouais, effectivement, tu le dis, je pense au cas d'application B2B, mais tu vois, il y a pas mal d'éditeurs de logiciels qui ont des réseaux de distributeurs ou de partenaires ou de trucs comme ça. C'est un petit peu dans ce mode de fonctionnement-là que ça peut rentrer. Et puis après, on l'a un petit peu dit aussi, mais j'imagine que c'est un truc qui est très employé, par exemple, aussi, avec des influenceurs, pour essayer de traquer justement le trafic qui peut venir, des différents contenus qui sont faits aussi, et du business qui est généré à travers justement le ROI des campagnes d'influence. Ça peut être mesuré comme ça aussi, quoi. L'affiliation, en tout cas, c'est un mode, c'est un moyen de traquer ces choses-là, quoi. Oui, ça a beaucoup évolué, hein. Tu le disais en intro, ça fait 25 ans que le marketing d'affiliation existe. Ça a beaucoup évolué, heureusement, au fil du temps. Et aujourd'hui, les marques, les annonceurs peuvent s'appuyer finalement sur un large spectre d'affiliés pour faire leur promotion, pour faire à la fois du branding, de l'awareness, de la lead gen jusqu'à la vente, et ce en nouant finalement des partenariats avec un certain nombre de typologies de partenaires, dont effectivement les influenceurs. Ok, très cool. J'allais dire du coup, si on rentre très concrètement dans la conception, on va dire en tout cas d'une campagne d'affiliation, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce levier-là? C'est quoi les prérequis et les étapes pour se lancer et pour lancer des campagnes d'affiliation? Alors, je dirais 5 étapes. Ouais, 5 étapes majeures pour aborder le levier et la réflexion au départ. La première étape, c'est faire un état des lieux en interne. Pourquoi? Tout simplement pour bien définir les objectifs qui vont être assignés à l'affiliation. Ces objectifs pouvant varier selon finalement la structure, la taille de ton entreprise et en fonction des sujets qui sont déjà couverts ou pas par d'autres équipes marketing en interne. Donc c'est vrai que comme ça s'adresse à une grosse typologie d'entreprise, un programme d'affiliation, ça peut peser entre 15-20% du mix marketing chez un annonceur, ok, encore une fois en fonction de sa maturité. Une fois que voilà, il y a ces étapes, il y a cette étude, cet état des lieux préliminaire qui a été fait, je dirais que le deuxième point, c'est d'avoir une compréhension générale du marché et d'aller regarder notamment ce que font les concurrents en matière d'affiliation. L'idée, c'est de savoir rapidement, dans les grandes lignes, avec quel type de partenaires les concurrents vont travailler et quelles sont les rémunérations possibles. Ça va bien évidemment alimenter les réflexions quant au programme d'affiliation et comment est-ce que tu vas vouloir le concevoir. Une fois que tu as tous ces éléments en main, il va falloir, point crucial, évaluer le montant des reversements. Donc soit on est sur des logiques de CPA, coût par vente, des logiques de CPL pour de la lead gen, voire pourquoi pas également des logiques de CPC. Ce montant, c'est important parce que, comme je disais, c'est le montant que tu vas reverser à tes partenaires en fonction de l'action que tu vas leur demander de réaliser. Ce montant, encore une fois, selon les entreprises, il doit être défini en fonction de ton business model, de tes coûts, de tes marges. Pour te donner une idée, nous, dans le secteur de la mode, les commissions moyennes, en fonction du chiffre d'affaires généré, c'est de l'ordre de 8% du chiffre ok, d'affaires. Dans l'high-tech, les marges sont un peu moins importantes. On est dans 4,5, 5% grand max. Et dans la beauté, on va être de l'ordre de 10%, par exemple. Donc voilà, ok. ça va te donner quelques tendances sur les coûts à prévoir.
Ensuite va venir le moment de choisir et de s'appuyer sur une plateforme d'affiliation comme Ewin, par exemple. Mhm. En quoi la plateforme est importante? En fait, la plateforme, elle va être vraiment une solution technique pour permettre aux entreprises de traquer en temps réel les ventes qui vont être réalisées par le réseau d'affiliés. Ça, c'est hyper important. Mais au-delà de ça, ça va leur permettre aussi de gérer, de reverser les commissions à leurs apporteurs d'affaires, d'avoir accès à un dashboard, à multiples dashboards de suivi d'ailleurs, pour pouvoir optimiser les campagnes en fonction des résultats selon les partenaires et également accéder dans le temps à des milliers de partenaires divers et variés pour pouvoir aller faire grandir ce programme et élargir le spectre de partenariats au sein du programme. Mhm. Ensuite, une fois qu'on a franchi ces étapes, il faut penser aux éléments de promotion qui vont être mis à disposition des affiliés. Donc, je parle de visuels, plutôt au format IAB, au logo et à des flux produits. C'est les trois éléments basiques qui sont importants à fournir aux affiliés pour leur permettre de s'appuyer sur des éléments promotionnels concrets. Une fois que toutes ces étapes sont passées et que le programme est live, c'est à partir de là que tu vas pouvoir te concentrer pour recruter tes premiers affiliés, nouer tes premiers partenariats et voir tes ventes augmenter au fil du temps. Ok, donc si on reprend du coup, évidemment, enfin j'allais dire comme toute campagne, au final tu pars d'un état des lieux et puis de bien définir les objectifs de ta campagne et puis de ce que tu vas vouloir mettre en place. Après, effectivement, tu vas avoir les outils de donc comment est-ce que tu vas traquer, comment est-ce que tu vas enfin déjà identifier les bons partenaires et tout, puis après comment est-ce que tu vas traquer les interactions et suivre. Donc ça, tu l'as dit, bon, du coup, c'est le sens de votre outil. Après, ça passe, tu l'imagines aussi par des UTM et des choses comme ça, des systèmes de code promo, des trucs comme ça que tu vas pouvoir mettre en place pour suivre un petit peu d'où viennent les interactions au final. Et puis après, c'est effectivement piloter la campagne, fournir les bons outils. Tu vois, en fait, je repense, c'était Juliette Defayet de chez Shine qui était passée dans un précédent épisode où on avait parlé d'influence. Et justement, elle nous avait listé un petit peu les différentes façons dont ils faisaient l'influence. Et il y avait justement ce système un petit peu d'affiliation. Je crois qu'ils le mettaient notamment en place avec des youtubeurs. Tu vois, parce que c'est ce qu'elle nous disait que c'était des vidéos qui étaient là aussi sur le long terme et qui du coup généraient du trafic bien. Du coup, il y avait ce lien d'affilié en description qui renvoyait vers Shine pour du coup pour prendre et traquer effectivement le business. Et puis que c'était un bon format pour eux parce que justement c'était l'affiliation en tout cas marchait bien sur ce système-là d'influence et sur ce type de contenu-là avec ce type de créateur de contenu parce que c'était un contenu qui était là sur le long terme et qui donc ça allait dans le sens un petit peu de la boîte et du créateur aussi d'avoir ce type de partenariat-là. Au final, ça me fait pas mal penser aussi au mode de parrainage qu'on peut retrouver un petit peu dans le B2B, enfin dans le B2B ou dans le B2C d'ailleurs, peu importe, mais enfin je sais pas si du coup ça rentre dans l'affiliation le parrainage, comment est-ce que ou est-ce Ça que c'est quelque peut, chose que tu différencies quoi? non, effectivement, ça peut être complètement une logique intégrée dans un programme d'affiliation. Je parlais de 25 000 annonceurs au départ. En face, c'est plus d'1 million de partenaires qu'on est en capacité de leur proposer. Donc, effectivement, parmi ce 1 million de sites éditeurs, on a vraiment des audiences et des typologies finalement de partenaires qui sont hyper variés et qui vont s'adapter et qui vont fonctionner aussi en fonction de l'annonceur qui est en face, de ses objectifs et comment il souhaite travailler sa génération de vente et sa stratégie de lead gen par exemple. Mm. Oups, désolé, je te dérange 2 minutes pendant ton épisode, mais c'est parce que j'ai quelque chose qui va peut-être t'intéresser. Quand on est le premier marketeur d'une entreprise, ou le seul d'ailleurs, ou qu'on accède pour la première fois à de nouvelles responsabilités en tant que head of ou de CMO, on se sent parfois perdu et isolé sur son poste, que ce soit entre les sujets opérationnels et marketing avec la to-do qui s'allonge, les sujets de management ou de relations avec le CEO, les autres C-level, même un peu tous les sujets stratégiques, on a vite fait de se sentir un peu submergé.
Mais t'as pas besoin d'être seul. D'autres sont passés par là ou sont aussi en train de traverser cette épreuve. Et c'est pour ça, pour te permettre d'échanger avec des pairs, que j'ai créé la communauté du Café du Market, qui réunit du coup des marketeurs B2B justement pour échanger sur ces problématiques dans une logique d'entraide, avec un Slack dédié, des événements live, une bibliothèque de ressources, bref, tout ce qu'il faut pour t'aider à accélérer un petit peu tes problématiques marketing, mais aussi donner un coup de boost à ta carrière. Si ça t'intéresse et que tu veux nous rejoindre, tu peux adhérer par le site lecafédumarket.fr ou alors avec le lien qui est dans la description. Voilà, maintenant je ne t'embête pas plus, retour sur l'épisode. Ok. Et du coup, alors ensuite, tu l'as dit piloter et suivre, et puis il y a effectivement fournir des éléments de communication, de campagne et tout. Et dans le cadrage, justement, j'en parlais avec un fondateur de SaaS qui avait lancé ce levier à un moment pour se développer, puis finalement qui avait rétropédalé parce il s'était rendu compte qu'en fait ses affiliés, ils commençaient à enchérir sur Google Ads notamment sur son nom de marque. Donc du coup, lui, ça faisait monter ses coûts d'enchère sur son nom de marque. En plus, ça lui piquait du business qui était directement lié au nom de sa marque. Donc du coup, non seulement il perdait du trafic, ça augmentait le coût de ses pubs, et puis au final, il devait reverser des coms à ses affiliés qui lui avaient piqué ce trafic-là. Donc en fait, il avait fini par couper un petit peu couper ce système, quoi, parce qu'il s'était rendu compte que ça avait dévié, en fait. Il y avait eu un biais. Est-ce qu'il y a des choses à prévoir? Comment est-ce qu'on cadre ce genre de risque? Est-ce qu'on a le droit de faire ou non? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers à avoir dans la relation avec les partenaires quand on veut mettre en place ce genre de levier? Alors oui, et ça fait partie justement de la réflexion en amont, lors de la phase préparatoire, qui pour moi est indispensable. Effectivement, il faut définir avec quel type de partenaire est-ce que tu souhaites travailler dans le cadre de ton programme d'affiliation et les limites finalement que tu souhaites poser. Encore une fois, ça va dépendre finalement de ta stratégie web marketing de manière générale et ça va dépendre surtout des sujets qui sont déjà couverts en interne chez toi ou via des prestataires spécifiques, des agences de search, des agences d'SEO que tu as pu avoir déjà mis en place. Donc dans la première étape que j'évoquais au début, lorsqu'on définit finalement ces objectifs, on doit aussi réfléchir à comment on souhaite travailler le sujet affiliation et les types de partenariats à inclure. Aujourd'hui, tu vois, quand je disais qu'on avait un réseau ultra varié et ultra divers de partenaires à proposer à nos annonceurs, ben ils vont pouvoir travailler avec des sites médias comme Le Parisien, Ouest France, Le Féminin, des sites spécialisés dans l'high-tech, les numériques, 01net, Presse Citron, donc c'est quand même des marques connues, des influenceurs qui vont communiquer via leur compte Insta ou YouTube, des sites spécialisés dans le partage de bons plans ou de cashback. On a aussi des comparateurs de prix en ligne et d'autres typologies de partenaires qui vont être spécialisés dans des campagnes sur Google, que ce soit en search, via Google Shopping, des partenaires technologiques qui vont proposer des solutions qui vont viser à améliorer le parcours client. Donc tu vois, c'est ultra diversifié. Donc forcément, quand tu es une entreprise mature, bah, il y a peut-être déjà des sujets que tu couvres déjà, notamment le search. Le search, en général, c'est un des premiers leviers de web marketing que nos annonceurs activent. Donc, effectivement, le search, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont. Est-ce que finalement tu le traites à part? Auquel cas, bah, c'est très bien. Ou alors, tu ne l'as pas traité pour des questions de temps, de ressources, et tu peux aussi l'inclure dans ton programme d'affiliation. C'est vraiment quelque chose, ton programme, tu le bâtis sur le périmètre que tu souhaites et c'est quelque chose finalement d'assez flexible et malléable. Ok, ouais, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est ça, c'est que quand tu définis le spectre de ton programme d'affiliation et de ce que tu veux mettre en place, en fait, tu vas choisir aussi tes partenaires. Euh, donc tu peux choisir des partenaires pour combler des canaux que tu n'utilises pas du tout. Par exemple, effectivement. Et effectivement, tu vas définir les limites. Tu peux dans ton contrat, dans tes contrats, enfin dans des relations partenariales et dans tes contrats d'affiliation, définir que, bah, effectivement, la publicité en ligne, c'est un canal qui est réservé, on va dire en tout cas, et qu'ils n'ont pas le droit, sur lequel ils n'ont pas le droit d'aller
d'aller pour faire la promotion de tes produits. Enfin, tu peux cadrer du coup comme ça les différents canaux, soit pour choisir des partenaires qui vont le faire à ta place, soit justement pour les exclure un petit peu de leurs actions et ne pas rentrer en concurrence avec eux sur ces sujets-là, quoi. Oui, parce que au final, le marketing d'affiliation, c'est du marketing de partenariat, Ok. avec cette approche qui est hyper héroïste. Donc finalement, un partenaire, à partir du moment où il accepte de travailler, d'intégrer un réseau d'affiliation, euh, il accepte de cette logique héroïste et finalement, quel que soit son mode de diffusion, quel que soit son business model en tant qu'éditeur, euh, s'il accepte ces logiques de faire des campagnes de publicité, de faire des campagnes de promotion au CPA, au CPL, bah, j'ai envie de dire, c'est tout bénef pour un annonceur. C'est clair. Ok, très cool. Du coup, on le disait un petit peu rapidement aussi en intro, c'est un secteur qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Bah, enfin voilà, moi j'ai parlé beaucoup pas mal du développement d'influence parce que c'est un des cas d'usage auxquels je pense tout de suite, en tout cas dans le B2B, et puis dont on a parlé récemment. Il y a aussi tout ce qui va concerner le tracking, l'analyse des données personnelles, du parcours d'achat, le cookie-less, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu vois les tendances sur ce secteur-là justement, et puis l'évolution dans les prochaines années, quoi? Bah, si je reviens sur le sujet de l'influence, c'est effectivement parmi toutes nos typologies de partenariats possibles, c'est aujourd'hui l'une des plus plébiscitées finalement par nos annonceurs. De manière générale, l'année dernière, c'était 35% de nos apporteurs d'affaires. Ok. Euh, Hier, avant-hier, les influenceurs, c'était plutôt réservé, tu vois, aux annonceurs fashion, beauté. Mais aujourd'hui, on constate et on arrive à faire en sorte que les influenceurs soient de vrais apporteurs d'affaires dans d'autres secteurs. Et clairement, sur ce segment de partenaires, le budget de nos annonceurs a clairement augmenté et je pense va continuer dans ce sens-là dans les mois, les années à venir. Il y a un autre sujet que tu as évoqué, c'est le tracking, Mhm. qui est effectivement un enjeu important pour notre industrie, l'affiliation, mais de manière générale pour l'ensemble de la publicité en ligne, je dirais. Ouais. La capacité de traquer correctement et précisément les actions pour savoir quel type de campagne, quels partenaires vont générer le plus de visiteurs et de ventes, c'est central pour nous. Et on le voit depuis plusieurs années entre la mise à jour des navigateurs qui rendent vraiment de plus en plus difficile le suivi des campagnes, les changements qui sont imposés par Google sur le tracking avec des cookies, le cadre légal lié au consentement des internautes à être traqués, sans parler même des ad bloqueurs. C'est sûr que pour nous, l'analyse des datas et l'analyse des parcours d'achat des clients devient chaque année de plus en plus challengeant. Ok, très cool. Bah, tant qu'on est sur les challenges, du coup, je vais enchaîner parce que j'aime bien. On parle de bonnes pratiques et puis justement, forcément là en plus on débriefe, enfin, on brosse un peu le fonctionnement d'un sujet particulier. Donc évidemment, on est dans les bonnes pratiques et dans comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met vraiment en place. J'aime toujours bien conclure un petit peu aussi les épisodes par, bah voilà, la vie c'était pas toujours tout rose et même quand on partage des bonnes pratiques, bah des fois on a aussi des challenges et puis on rate aussi des choses. C'est quoi toi un petit peu, alors plus j'allais dire contrairement aux invités un peu market que j'ai d'habitude, toi t'es plus côté sales aussi. C'est quoi tes challenges du moment et les sujets qui te posent un petit peu problème justement en dehors un petit peu euh, même en dehors du sujet d'aujourd'hui, je veux dire un petit peu au quotidien quoi. Je vais quand même revenir sur le tracking Ouais. parce que voilà, on va encore connaître a priori cette année pas mal de bouleversements dans l'écosystème du tracking. Donc le premier challenge pour nous, ça va être d'être en capacité finalement d'intégrer ces changements et de proposer des solutions nouvelles à nos annonceurs pour s'assurer d'être
dans un environnement de tracking qui soit complet, qui soit fiable, bien évidemment dans le respect du cadre légal du RGPD pour pouvoir traquer les actions jusqu'à ceux qui peuvent être réalisés aujourd'hui dans des applications marchandes, par exemple. C'est hyper important parce que c'est le pilier finalement de cet écosystème qui à la fois pour nos partenaires annonceurs, mais également pour nos partenaires éditeurs qui sont là aussi pour venir finalement chercher un moyen de monétisation Mm. pour leur audience. Deuxième challenge, c'est notre capacité à pouvoir innover et à se renouveler. 20 ans d'existence sur le marché, bah faut quand même continuer à être innovant et à apporter des solutions qui évoluent, qui changent. Donc ça est passé par des innovations produits. Nous, à titre d'exemple, chez Win, on a lancé par exemple en septembre dernier une toute nouvelle plateforme pour nos annonceurs, pour leur simplifier la gestion d'un programme, toujours mieux identifier de nouveaux partenaires, parce que c'est vraiment, encore une fois, le nerf de la guerre, et accéder à l'ère de la data, accéder à des datas très complètes pour prendre des décisions finalement éclairées et optimiser plus rapidement leur campagne. Et le dernier challenge qui doit un peu tous nous concerner aussi, on n'en a pas parlé, c'est l'inflation. Ouais. L'inflation qui d'un côté va pousser les consommateurs, finalement les consommateurs finaux, hein, à faire des arbitrages sur leurs achats en ligne, à économiser de l'argent. Au final, cette consommation tendance quand même à ralentir. Mais l'inflation, ça a aussi un impact pour nos annonceurs sur la gestion de leur budget, notamment de leur budget de dépenses marketing, Mm. dépenses en affiliation, et avec cette approche qui va toujours être plus héroïste que jamais. Malgré tout, on remarque que finalement l'affiliation, c'est un des modèles les plus résilients en ligne, de par ce modèle économique où non seulement ce ROI il peut être très très maîtrisé, mais bien supérieur aux autres canaux publicitaires. Donc c'est un défi de tous les jours de réussir à maintenir ce ROI élevé pour nos annonceurs. Euh, mais je crois qu'on s'y attache et on y arrive bien. Ah, mais c'est vrai que tu le dis, je pense que la période qu'on n'a pas, enfin, on a toujours l'impression des fois de pas forcément être concerné directement par, enfin, la crise, ou parce que ça touche pas tant toi le modèle, on va dire, de ton produit ou des choses comme ça, mais au final là, par ricochet, t'as quand même l'utilisateur final, enfin le client final qui va faire attention, donc ça touche les annonceurs, donc toi tu te retrouves aussi, mine de rien, enfin, c'est plus compliqué de vendre à quelqu'un quand son budget en face il se restreint, et puis qu'on le challenge de plus en plus sur le ROI. Tu vois, je pense que toutes les solutions, mine de rien, qu'adressent des marketeurs aussi, elles ont dû le voir l'année dernière avec des budgets, enfin, moi j'ai discuté avec pas mal de gens qui justement me disaient qu'ils étaient de plus en plus challengés sur le ROI, quoi. Après, c'est là que c'est intéressant des fois aussi l'affiliation, parce qu'au final, c'est ce que nous disait Juliette aussi. Je refais référence à l'épisode sur l'influence, dans le sens où c'est intéressant pour les marques, parce que au final, vu que tu payes à la rétribution, enfin en fonction du modèle d'affiliation que tu vas choisir, tu vas payer quand toi tu génères du chiffre. Et du coup, Exactement, indirectement, forcément, le ROI il est censé être là, quoi. absolument. C'est là où je dis que l'affiliation, c'est un canal assez résilient où on a vu nos budgets, certes, peut-être se restreindre avec certains annonceurs, mais beaucoup moins que le display Ouais, programmatique ou le search, par exemple. c'est clair. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour tout ça, Francine. Si jamais il y a pour résumer notre échange, tu voulais mettre un conseil en avant de ce qu'on s'est dit pour une marque qui voudrait aborder ce sujet-là, ce serait lequel? Bah, que finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise et le degré de maturité en marketing,
l'affiliation, ça reste un levier hyper intéressant pour aller chercher du ROI rapidement. Faut pas hésiter à vraiment faire du test and learn avec les différents partenaires et s'appuyer finalement, pourquoi pas, sur l'affiliation pour aller explorer des champs qui n'ont jamais été explorés par le passé en interne. Très clair, ok. C'est vrai que tu vois, enfin, encore une fois, je reviens on avait fait un épisode aussi avec Erwan de chez Folk. Encore une fois, sur l'affluence et tout. C'est pour ça que je te dis, je reviens toujours par rapport à ça. Mais lui, c'est ce qu'il nous avait dit que, par exemple, quand il voulait tester un nouveau marché ou un nouveau segment aussi, en fait, c'est pour ça qu'il choisissait des influenceurs. C'est que du coup, ça permettait de toucher des audiences qui sont très ciblées. Et donc, par exemple, pour tester le potentiel d'un nouveau pays ou alors d'un nouveau segment, il disait qu'effectivement, c'était très pratique parce que du coup, il mettait en place une campagne d'influence, il traquait le ROI, et puis du coup, sur une audience qui était très restreinte, très ciblée, quoi. Et donc, effectivement, l'affiliation, ça rentre dans dans ces tactiques-là, quoi, pour aller tester. Potentiellement, ça peut être un bon levier comme ça pour aller sur un segment très précis, quoi. Ouais, tu peux aller chercher des influenceurs, tu peux aller chercher une audience auprès de grands sites médias qui sont Mm. référents sur le marché local et exposer ta marque à ces carrefours d'audience, exposer ta marque auprès de potentiels acheteurs en ligne, bah, c'est hyper intéressant finalement pour tester ton produit et voir comment ça peut réagir en face. Très cool. Bah écoute, merci pour tout. Si jamais il y a des petites questions pour toi autour de l'affiliation, on peut te trouver du côté de LinkedIn. Bien sûr, Yes, avec plaisir. ça marche. Bah écoute, merci beaucoup encore, Francine, pour cet échange. Et puis bah du coup, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.